Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de Everdell, un jeu de James A. Wilson, illustré par Andrew Bosley, édité par Starling Games pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 40 à 80 minutes. Vous allez être le chef d'un groupe de créatures désireuses d'ériger une nouvelle ville dans la merveilleuse vallée cachée d'Everdell. Vous allez donc construire des bâtiments, rencontrer des personnages pleins de vie et organiser des événements. Vous disposerez d'une année pour bâtir la ville la plus florissante de la vallée d'Everdell. Au niveau matériel, vous allez avoir 128 cartes créatures et constructions, 11 cartes forêt, 16 cartes événements spéciaux, les 4 tuiles événements de base, des points de victoire en 1 et en 3, des jetons occupés, des brindilles, des résines, des galets et des baies. Vous allez avoir également 6 ouvriers par couleur de joueur avec les hérissons, les souris, les écureuils et les tortues. Pour le jeu solo, vous aurez également des rats et ce dé 8. Vous avez enfin un plateau de jeu dont je ne vous montre qu'une partie ici, et le fabuleux arbre éternel en 3D que voilà. Concernant la mise en place, vous allez d'abord positionner le magnifique plateau déplié comme cela au centre de la table. Vous allez monter l'arbre éternel au moins la première fois que vous allez jouer, et vous allez le mettre en haut du plateau au milieu ici. Vous allez mettre les différentes ressources à leurs emplacements. Alors les points de victoire en 1, en 3 et les jetons occupés, vous pourrez les mettre à l'extérieur. Par contre, les brindilles vont ici, les résines là, les galets par ici et les baies tout à fait à droite par là-bas. Vous allez mélanger les cartes forêt et vous allez en positionner 4 faces visibles sur les emplacements de forêt, c'est-à-dire 2 de ce côté et de là. Si vous jouez à 2 joueurs, vous n'en positionnerez que 3. Vous allez positionner les événements de base le long de la rivière, ici, ici, et de l'autre côté, ici et là. Vous allez également mélanger les événements spéciaux et en positionner 4 sur les branches basses de l'arbre, 2 de ce côté et 2 de ce côté. Vous allez mélanger les cartes construction et les cartes créatures et vous allez en positionner 8 faces visibles dans la prairie comme j'ai fait ici. Vous allez mettre le reste de la pioche face cachée par là-bas. Chaque joueur va recevoir 2 ouvriers à sa couleur, comme ici et là par exemple, et les 4 autres ouvriers de chaque joueur seront placés sur les branches hautes de l'arbre. Vous allez en placer un de chaque joueur en face du printemps, un en face de l'été et 2 en face de l'automne. Vous allez ensuite déterminer le premier joueur. Dans la règle, il est dit que ce soit le plus humble, mais si vous n'arrivez pas à déterminer qui est le plus humble autour de la table, tirez simplement au sort. Le premier joueur va recevoir 5 cartes, le deuxième 6, le troisième 7, et si vous jouez dans une partie à 4, vous vous en doutez, ça sera 8 pour le 4e joueur. Et là, vous êtes prêt à jouer une partie d'Everdell. Au niveau du tour de jeu, on va jouer une année dans la vie des créatures d'Everdell. Le jeu va se dérouler en sens horaire et à son tour, un joueur pourra au choix effectuer une des 3 actions possibles dans le jeu, à savoir placer un ouvrier, jouer une carte ou se préparer pour la saison suivante. C'est un jeu où les joueurs pourront se retrouver à des phases différentes du jeu selon leur progression et où un joueur pourra terminer sa partie avant les autres. C'est donc seulement une fois que tous les joueurs auront atteint la fin de l'automne et qu'ils auront passé que la partie sera terminée. Le premier type d'action que vous pouvez donc réaliser à votre tour, c'est de placer un ouvrier, c'est-à-dire de placer un de vos jolis meeples quelque part sur un emplacement. Alors, les emplacements où vous pouvez poser un ouvrier sont marqués d'une trace de patte. Vous les voyez ici, vous en voyez sur les cartes forêt, vous en voyez le long de la rivière ici, sur les événements de base là, et vous en avez là-haut, faites-moi confiance, sur voilà, les cartes événements spéciaux. Je vous en montre quelques-unes, il y a toujours une patte dessus. Il faut savoir que si la trace de patte est entièrement entourée, ce qui est le cas ici, ce qui est le cas là, ce qui est le cas aussi ici ou sur les cartes forêt par exemple, ça veut dire qu'un seul ouvrier peut se poser là à tout moment. Si je vais ici, tant que je m'y trouverai, aucun autre ouvrier ne pourra venir se poser. Par contre, si la trace de patte n'est que partiellement entourée, ce qui est le cas de celle-ci, de celle-là par exemple, ou même de celle-ci,
Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite au nombre d'ouvriers. Si je viens me poser ici, plus tard, quelqu'un d'autre peut venir se poser, quelqu'un d'autre peut encore venir se poser, il n'y a vraiment aucune limite. Généralement, au passage, les traces de pattes qui sont partiellement entourées et non limitées sont plus grosses que les traces de pattes qui sont entièrement entourées et qui sont limitées à un seul ouvrier. Alors, concernant les cartes forêt, c'est-à-dire ces 4 cartes-là, il y a 2 emplacements, mais il y en a un avec un 4 ici. Vous vous en doutez, si vous ne jouez pas à 4 joueurs, cet emplacement ne sera pas disponible. Dans mon exemple de partie à 3 joueurs, il n'est pas disponible. Si vous jouez à 4 joueurs, l'emplacement est disponible, mais avec une restriction. Si un joueur vient se poser sur un emplacement, quel qu'il soit, il ne peut pas se poser sur l'autre, il ne peut pas y avoir 2 ouvriers de la même couleur sur une carte forêt. Dans ce cas-là, le rouge ne pourra plus y aller, mais à 4 joueurs et à 4 joueurs uniquement, la deuxième place sera disponible pour un autre joueur, comme le blanc par exemple. Ensuite, au niveau des actions où vous pouvez vous poser, vous avez les 8 actions de base qui sont là, et qui vont vous permettre de vous rapporter des combinaisons de ressources et ou de cartes. Si vous vous posez là, vous aurez à récupérer 3 brindilles, ici 2 brindilles et une carte, ici 2 résines, ici une résine et une carte. Là, vous pourrez prendre 2 cartes et, c'est un petit peu caché, un point de victoire. Donc vous irez prendre ici un point de victoire que vous poserez à côté. Là, vous pourrez prendre un galet, une baie ainsi qu'une carte ici, ou une baie simplement ici. J'en profite pour vous dire que vous êtes limité dans votre nombre de cartes que vous possédez dans votre main. Cette limite est de 8 cartes maximum. Il n'y a pas de surpioche possible. Si vous êtes à 8, vous ne pouvez pas piocher une ou plusieurs cartes, puis vous défausser de l'excédent. Si vous êtes à 8, vous ne piochez simplement pas. Vous avez donc les fameuses cartes forêt qui sont ici et là. Elles vous rapportent généralement la même chose que ce qu'il y a là, c'est-à-dire la plupart du temps des ressources ou des cartes, mais de manière différente et plus puissante. Vous avez enfin les événements de base. Je vais en prendre un dans la main pour vous montrer la trace de patte. Ces événements de base, ça va être des conditions pour pouvoir les obtenir. Si vous remplissez la condition nécessaire, vous aurez le droit de vous y poser. Tout simplement, c'est marqué sur le plateau, 3 cartes bleues, 3 cartes violettes, 4 cartes vertes, et 3 cartes grises sont les conditions pour les événements de base. Si vous n'avez pas ce nombre de cartes de la couleur indiquée, vous n'avez pas le droit de vous poser dessus, sinon vous aurez le droit de vous poser dessus naturellement. Et vous avez la même chose pour les événements spéciaux. Eux, il est carrément marqué dessus la condition pour avoir le droit de se poser dessus. Si vous remplissez la condition, vous avez le droit de vous poser dessus tout simplement. Voilà, en type d'action pour les événements. Vous avez le havre de paix qui se trouve ici. Le havre de paix va vous permettre de défausser des cartes en échange de ressources. Et je vous rappelle que la défausse se fera face cachée. Vous avez également le voyage qui est là. Il vous manque une case 5, mais vous voyez le bout qui dépasse. Il ne peut être utilisé, lui, qu'en automne. Vous allez voir qu'on va jouer des saisons. On démarre en hiver, on passera au printemps, en été, puis en automne. Il n'y a qu'en automne, et c'est indiqué sur le plateau, que vous aurez le droit de vous poser ici au voyage. Vous pourrez envoyer plusieurs ouvriers sur le voyage. Ça veut dire que c'est pas parce que je me suis mis là que je ne peux pas plus tard me mettre là. Toutes les cases sont limitées en 1, sauf celle-là. Donc celle-là, on peut mettre plusieurs ouvriers dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau du voyage, vous allez défausser des cartes en échange de points de victoire que vous obtiendrez en fin de partie. Vous avez enfin les cartes destination qui sont de ce type de cartes-là. Vous le voyez, il y a également un emplacement dessus. Elles seront donc présentes dans les villes des joueurs et vous pourrez poser un ouvrier sur n'importe quelle carte destination de votre propre ville ou sur toute carte destination d'une ville adverse qui aura un symbole ouvert, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, mais sinon c'est marqué très clairement ouvert sur la carte. Mais à ce moment-là, si vous allez vous poser sur la carte destination d'un adversaire, lui, il gagnera un PV à prendre dans la réserve et à poser à côté de lui. Voilà toutes les poses d'ouvriers, le placement d'ouvriers que vous pouvez faire dans Everdell. Je viens de vous parler des cartes présentes dans la ville des joueurs. Je vais donc vous expliquer comment jouer une carte qui est l'autre possibilité, en plus de placer un ouvrier. Les cartes jouées peuvent provenir de votre main, tout simplement, ou également elles peuvent provenir de la prairie.
Alors, au niveau de la prairie, à moins qu'une carte vous dise spécifiquement de piocher une carte dans la prairie, sinon quand vous prenez une carte dans la prairie, c'est pour la construire immédiatement, ici, dans votre ville, en payant son coût. Une fois qu'une carte de la prairie est jouée, elle est remplacée par la première de la pioche, tout simplement. Votre ville est limitée à 15 cases, chaque carte occupant une case, sauf indication contraire. La disposition conseillée pour votre ville, c'est donc du 3 par 5. Dans mon exemple, il me resterait 8 cases à remplir dans ma ville, sachant que les cartes événements, les petites cartes événements comme ça, ne comptent pas dans la limite des 15 cases, ne comptent pas dans votre ville. Vous avez deux manières de poser une carte dans votre ville. Je vais donc me rapprocher un petit peu des cartes. La première manière, c'est de payer le coût indiqué en haut à gauche. Par exemple, ici, une brindille et 2 résines, ici 2 baies, etc. Il y a toujours des coûts comme ça, 3 brindilles, 1 galet. Vous payez ce coût et vous pouvez tout simplement poser la carte. L'autre manière, c'est par chaînage. Donc par chaînage, vous allez regarder en bas à droite, c'est pas toujours le cas, vous voyez, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là il y en a, là il y en a. Quand il y a un chaînage disponible, il est indiqué. Ici, c'est indiqué pigeon voyageur. Donc quand vous avez un chaînage pigeon voyageur, si le bureau de poste est déjà posé dans votre ville et que vous avez le pigeon voyageur dans les mains ou disponible dans la prairie, vous allez pouvoir jouer ce pigeon voyageur dans votre ville sans payer son coût de, en l'occurrence là, 2B, si la carte est déjà posée, attention. Et dans ce cas-là, sur la carte qui était déjà posée, vous allez mettre un jeton occupé comme cela. D'accord? Et quand vous avez mis ce jeton occupé, vous ne pouvez plus utiliser à nouveau ce chaînage. Et le jeton reste sur la carte jusqu'à la fin de la partie, sauf si la carte quitte le jeu, bien entendu. Même si votre pigeon, lui, quitte le jeu, le bureau de poste n'ayant pas quitté le jeu, il a son jeton, vous ne pourrez pas réutiliser le chaînage. Voilà, donc deux manières, soit en payant le coût, soit par chaînage, ce qui est évidemment une manière très intéressante d'économiser des ressources. Il y a deux types de cartes dans le jeu, les constructions et justement, en l'occurrence, les créatures. Parmi ces cartes, vous trouverez des communes qui ne sont pas limitées en nombre d'exemplaires, comme la commune, voilà, c'est marqué là. Et à l'inverse, vous trouverez des uniques, voilà par exemple constructions uniques, qui elles sont limitées à un seul exemplaire dans votre ville. Il faut savoir qu'ici, le nombre de traits que vous voyez, là il y en a 3 par exemple, là aussi il y en a 3, là je crois qu'il y en a 4, là il y en a encore 3, là il y en a 8, les fermes c'est un petit peu spécial. Le nombre de traits que vous voyez là, c'est le nombre d'exemplaires de cette carte qui sont présents dans le jeu. Vous avez 5 couleurs de cartes différentes. Vous avez les cartes voyage marron, vous le voyez la couleur et le symbole là, qui ont un effet immédiat que vous allez faire tout de suite et après elles ne feront plus rien. Vous avez les cartes de production vertes qui ont une activation à la pause, vous faites ce qui est marqué là quand vous posez la carte, mais également lors de l'action se préparer pour la saison suivante du printemps et de l'automne, si évidemment ces saisons ne sont pas déjà passées. Vous avez des cartes destination rouges qui s'activent à la pause d'un ouvrier dessus. Vous avez des cartes de gouvernance bleues qui ont un effet permanent, offrant souvent des réductions ou des ressources selon ce que vous faites pour certaines actions du jeu. Donc c'est des effets permanents qui se réalisent à chaque fois que ça correspond à ce qui est écrit. Et vous avez des cartes de prospérité violettes qui offrent souvent des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie, selon certaines conditions, bien entendu. Alors je vous parle de PV supplémentaires, car le rond ici, à droite du nom de la carte, vous indique le nombre de points de victoire que cette carte vous rapportera en fin de partie, si elle se trouve dans votre ville à ce moment-là, bien entendu. Donc les cartes violettes ont souvent un nombre important de points, alors c'est pas le cas de celle-là, mais souvent c'est du 4-5 points, voilà, fixe, plus des PV supplémentaires, ce qui là est bien le cas de celle-là, qu'elles peuvent vous rapporter selon certaines conditions. Les cartes sont généralement très explicites au niveau des combinaisons, elles s'enchaînent naturellement. Toutefois, si vous avez un doute sur l'effet d'une carte, il y a un index en page 17 et suivante, et pour toute question sur le timing des actions, vous trouverez cela en page 10, avec les questions de pioche et de transmission de cartes également, mais en toute logique, vous n'en aurez peut-être même pas besoin.
Je vous ai expliqué comment placer un ouvrier et comment jouer une carte. Il me reste à vous expliquer la dernière action possible qui consiste à se préparer pour la saison suivante. Quand vous avez placé tous vos ouvriers et que vous avez posé toutes les cartes que vous pouviez ou vouliez jouer, il est temps de vous préparer pour la saison suivante. Comme je vous l'ai déjà expliqué, cela peut se produire à des moments différents pour chacun des joueurs. Pour se préparer pour la saison suivante, vous récupérez déjà dans un premier temps tous les ouvriers que vous aviez posés, et pour ceux qui étaient posés sur un événement, que ce soit un événement de base ou un événement spécial, vous récupérez l'événement en question. Si c'était un événement spécial comme là, vous récupérez la carte. Si c'était un événement de base comme ici, vous récupérez la tuile, et ces événements-là ne seront plus disponibles pour les autres. Vous les avez réalisés en premier, et c'est vous qui en gagnerez les points à la fin de la partie. Vous regardez ensuite à la cime de l'arbre éternel ou vos ouvriers disponibles les plus à gauche possible. Ça vous indique à quelle saison vous allez passer. Dans ce cas de figure, là, ici, tous les ouvriers sont encore présents, on va donc passer au printemps. Ces ouvriers-là correspondent à l'été, et ces ouvriers-là correspondent à l'automne. Qu'est-ce que je dois faire au printemps? Je dois, plus 1, récupérer l'ouvrier en question, ce qui va me faire 3 ouvriers pour pouvoir jouer à partir de maintenant, et puis je vais pouvoir, avec ce symbole-là, activer toutes mes cartes de production verte dans l'ordre de mon choix. Les cartes de production verte, ce sont celles-ci. Par exemple, ici, je vais pouvoir gagner une baie avec ma ferme. Donc ça, c'est au printemps. Plus tard, si je passe en été, je pourrai encore récupérer, comme indiqué ici, un 4e ouvrier, et je pourrai piocher jusqu'à 2 cartes de la prairie. Si je choisis d'en piocher 2, je ne réapprovisionne pas la prairie entre la première et la deuxième, je le fais uniquement quand j'aurai pioché mes 2 cartes. Et quand j'arriverai à l'automne, c'est indiqué ici, je récupérerai 2 ouvriers de plus, qui m'en fera 6 pour jouer à partir de là, et à nouveau, je pourrai réactiver toutes mes cartes vertes dans l'ordre de mon choix. Voilà pour ce type d'action qui est se préparer pour la saison suivante. Vous l'avez compris, vous allez le faire que quand vous avez posé tous vos ouvriers, sinon ça serait bête. Vous ne le ferez pas par contre quand vous aurez dépensé toutes vos ressources pour poser des cartes, parce que vous pouvez, pour X raisons, ne pas vouloir dépenser toutes vos ressources et poser toutes vos cartes. Et donc quand vous n'avez plus d'ouvriers et que vous décidez de ne plus jouer de cartes ou vous ne pouvez plus le faire, vous allez être obligé de toute façon de réaliser cette action, de se préparer pour la saison suivante. Chaque préparation de la saison suivante vous fait rentrer dans la saison en question. Quand je récupère ici mon ouvrier et que j'active mes cartes vertes, je suis dès le tour d'après au printemps. Le jeu commence donc à la fin de l'hiver, puis progresse jusqu'à l'automne, et à la fin de l'automne, quand vous avez placé tous vos ouvriers et posé toutes les cartes que vous pouviez ou vouliez poser, il est temps de passer. Quand vous passez en automne, la partie se termine pour vous. Si vous n'êtes pas le dernier joueur à passer, vous devez attendre que tous les autres joueurs aient passé également. Vos ouvriers restent posés et on ne peut plus vous donner des ressources ou des cartes. Si un seul joueur reste en jeu et qu'il doit donner des cartes ou des ressources à quelqu'un, il les défausse à la place. Par contre, on peut toujours aller se poser sur une carte destination qui serait présente chez vous et qui serait bien entendu une carte de destination ouverte, comme par exemple le bureau de poste, qui est une carte de destination avec marqué ouvert. Même si vous avez passé, s'il n'y a personne ici, quelqu'un peut venir se poser chez vous. Ça fonctionne toujours. Une fois donc que tous les joueurs ont terminé l'automne et ont passé, on passe au décompte des points. Attention, je vous ai fait une ville avec le maximum de cartes possible qui est 15, mais c'est en aucun cas ça qui déclenche la partie, je vous le rappelle. Ce qui déclenche la partie, c'est que vous passiez quand c'est votre tour de jouer en automne, parce que vous n'avez plus d'ouvriers à poser, et vous ne pouvez plus ou ne voulez plus poser de cartes, donc vous pouvez avoir moins de cartes que 15, bien entendu, dans votre ville à la fin de la partie. Qu'est-ce qu'il faut additionner à la fin de la partie au niveau du score? Vous allez additionner les points de base, là, indiqués dans les ronds, sur vos cartes dans votre ville. Ça sera déjà une première chose. Vous allez également regarder les points bonus des cartes de prospérité violette, comme ici ou là, ou ici par exemple, et les additionner. Vous allez regarder aussi les jetons de points que vous avez cumulés comme ça pendant la partie, et les additionner également. Vous allez enfin
additionner les points des différents événements que vous auriez réalisés pendant la partie, et ensuite les points de voyage si vous vous étiez posé, si des joueurs se sont posés comme ça sur des cases voyage, ils vont additionner les points de ces cases voyage. Le joueur avec le plus de points l'emporte alors, et en cas d'égalité et parmi les joueurs à égalité, c'est le joueur ayant réalisé le plus grand nombre d'événements qui sera le gagnant. Et si l'égalité persiste encore, ça sera le joueur avec le plus grand nombre de ressources restantes qui sera déclaré vainqueur. En mode solo, vous allez affronter Paillasson et sa meute de rats. Il y a 3 niveaux de difficulté progressifs, appelés l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Je vais vous expliquer comment jouer l'année 1 et je vous expliquerai ensuite les quelques différences pour les années suivantes. L'année 1 s'appelle Paillasson le scélérat. Vous allez faire une mise en place, comme vous voyez là, c'est-à-dire pour 2 joueurs, en donnant les rats à Paillasson. Vous prenez, vous, 5 cartes en main, mais vous ne lui en donnez aucune. Les 2 ouvriers de Paillasson, eux, sont déjà posés. Un est posé sur la carte forêt la plus en haut à gauche, et l'autre est posé ici sur les 3 brindilles qu'il occupe donc déjà. Voici les quelques différences de règles. Quand vous devez donner des cartes ou des ressources à un adversaire, vous les défaussez à la place, Paillasson n'en fera rien. Chaque fois que vous jouez une carte de votre main ou évidemment de la prairie, Paillasson pourra dans la foulée lui aussi en jouer une, et sachez qu'il n'est pas limité à 15 cartes dans sa ville. Pour cela, vous allez lancer un D8 comme j'ai fait là, j'ai fait 2, et vous allez regarder, lui il va forcément jouer les cartes dans la prairie. Les cartes dans la prairie, on part d'en haut à gauche, ça part de 1, ça fait 1, 2, 3, 4, et puis on va à la ligne suivante, 5, 6, 7 et 8 pour celle la plus en bas à droite. Dans ce cas de figure, j'ai fait 2, Paillasson va prendre et jouer le théâtre dans sa ville. Placez les cartes jouées en pile de cartes par couleur, c'est pas la peine de faire une ville propre chez Paillasson, vous les placerez par couleur pour vous faciliter la vie pour l'attribution des événements de base tout simplement. Chaque fois également que vous préparez la saison suivante, dans la foulée, Paillasson fera de même. À ce moment-là, s'il a assez de cartes justement pour accomplir un ou plusieurs des événements de base, il les prend immédiatement. Son nouvel ouvrier, c'est-à-dire, hop, celui-ci, il est placé dans la prairie sur la première carte. Et par la suite, quand il récupérera son ouvrier pour l'été, il le placera sur la carte 2, et quand il récupérera ses 2 ouvriers pour l'automne, il les placera sur les cartes 3 et 4. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est assez simple. Ces cartes sont bloquées pour vous, mais toujours accessibles pour lui. Vous ne pouvez ni jouer, ni piocher, ni même défausser ces cartes. Elles sont réservées pour Paillasson. Donc là, on va refaire comme si on venait juste de passer au printemps pour que ce soit plus clair. Donc voilà, il a posé sur l'arbre éternel. Celui-là, il est définitivement réservé pour Paillasson. Même s'il le joue et qu'on replace une carte, son ouvrier restera dessus, vous n'y toucherez plus. Voilà. Ensuite, vous allez déplacer son ouvrier dans la forêt sur la prochaine carte en sens anti-horaire, donc il va aller se positionner ici et il va vous empêcher de prendre cet emplacement-là. En été, il refera de même, et en automne, par contre, il ira se placer sur la case voyage à 3 points pour essayer de vous enlever un petit peu des points. Donc voilà, c'est 4 déplacements pour cet ouvrier-là. Vous allez également déplacer son ouvrier qui est sur les ressources. Il va passer des brindilles aux 2 résines. En été, il passera des 2 résines au galet, et en automne, il placera du galet à la baie plus la carte. Et vous allez donc jouer comme ça la partie complète de cette manière jusqu'à ce que vous ayez passé et que donc tout le monde ait terminé la partie. Vous allez compter vos points normalement de votre côté. Pour Paillasson, vous allez lui compter 2 points de victoire par carte dans sa ville, sauf les cartes violettes qui lui rapporteront 3 points de victoire. Vous allez lui compter 3 points par événement de base réalisé également, mais en même temps c'est marqué dessus, donc ça il n'y avait pas de souci jusque là. Et vous allez également lui compter 3 points
par événement spécial que vous n'avez pas réalisé et qui resterait sur l'arbre éternel en fin de partie. Vous allez lui compter les 3 points de victoire pour son ouvrier qui est parti en voyage, bien entendu, plus éventuellement les points de victoire en jetons, comme cela, que vous lui aurez éventuellement donné pendant la partie. Et si vous avez réussi à le vaincre, félicitations, et vous pourrez, si vous en avez envie, essayer l'année 2, c'est-à-dire Paillasson le Véreux. Ça sera la même chose que pour l'année 1, avec 2 différences notables. En automne, il ira poser son ouvrier sur le 4 du voyage plutôt que sur le 3, tant qu'à faire. Et pour chaque événement spécial que vous n'avez pas réalisé, ici, au lieu de 3 points pour lui, ça en sera 6. Si vous avez encore réussi à le vaincre, vous pourrez essayer l'année 3, Paillasson le Vaurien. Ça sera la même chose que pour l'année 2, avec ces différences notables. L'ouvrier sur le voyage ira cette fois ici en 5, tant qu'à faire, donc ça sera pris. Lors de la préparation de l'automne, au lieu de déplacer ici son ouvrier du galet à la baie plus carte, on va retirer son ouvrier du jeu, et il va également vous prendre un de vos ouvriers et le kidnapper, le retirer du jeu définitivement. Du coup, vous n'aurez plus que 5 ouvriers pour jouer la dernière saison. Et là encore, si vous réussissez à le battre, je pense que les bardes d'Everdell chanteront vos louanges pour des générations et des générations. Everdell est le jeu qui connaît un succès mondial non démenti depuis maintenant 3 ans et qui a mis un temps infini à nous arriver en français. Alors autant vous dire que ce succès est totalement mérité. Artistiquement, c'est un des plus beaux jeux qu'il m'a été donné de voir, avec son plateau, son arbre en 3D, que je vous conseille d'ailleurs de ne plus démonter et de laisser à l'extérieur de la boîte si vous le pouvez, ses illustrations et son univers absolument magnifique et ses différentes ressources superbes. Alors bien entendu, ça ne fait pas tout, il faut aussi que le jeu soit bon, et de ce côté-là aussi, c'est un plaisir énorme. Moi, j'ai été un joueur de Magic dans une autre vie, j'adore Seasons par exemple, dans quelque chose qui ressemble un petit peu. Alors, voir toutes ces cartes se combiner entre elles, en sachant en plus que 4 extensions au jeu existent, et qu'elles devraient arriver en français, c'est tout simplement un bonheur. Le jeu est fluide, et les possibilités sont immenses quand vous jouez. Le seul point noir, qui est pour moi assez incompréhensible, est qu'il subsiste nombre d'erreurs de traduction, coquilles et autres oublis sur les cartes, particulièrement sur les cartes rajoutées dans la version collector. 3 d'entre elles ont des erreurs qui affectent directement le gameplay, et c'est pour moi impardonnable, surtout vu le temps pris pour livrer ce Kickstarter en français. Alors je ne peux pas vous dire qu'un jeu sorti en VO en 2018 est un coup de cœur pour moi en 2021, d'autant plus que cette VF contient quelques erreurs comme je viens de vous en parler. Toutefois, est-ce que le jeu vaut la peine d'arriver sur votre table malgré cela? Alors je dirais oui, sans hésiter, en espérant toutefois que les futures localisation VF des extensions soit au niveau. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.